Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Pasco. Et on est on en a parlé pas mal sur la vidéo précédente de la temporalité. Là, c'était par rapport à l'expérience de la loterie mexicaine. N'hésitez pas à nous faire des retours. On passe au point suivant, les prophètes bibliques. José émet l'hypothèse que les prophètes de la Bible étaient des psychiques naturels, fonctionnant dans des états alpha, θ, trans, rêve, etc. Par conséquent, leur prophétie était probablement exacte à 80%, ce qui implique qu'une marge d'erreur de 20% dans les Écritures que l'humanité pourrait désormais corriger. Bon, là on est dans la croyance de José et sa vision des choses, mais on l'avait déjà vu dans son livre Prophétie, etc. Ça reste quelque chose d'intéressant, lui bien sûr étant chrétien catholique, il a sa vision par rapport à la Bible, mais ça reste intéressant de se dire, est-ce que, et José pour lui c'est quasiment sûr, hein, est-ce que les personnes qui parfois ont des grosses intuitions, font des grandes choses, ne sont pas la plupart du temps connectés à une source d'information justement en alpha qui leur permet d'anticiper, créer, oser aller dans des prophéties, des discours et autres qui pourraient advenir et amener quelque chose de positif. Ou de moins positif, malheureusement aussi. Mais n'oubliez pas, la méthode doit être utilisée de façon positive. Perspective spirituelle et religieuse. Donc là, on voit un petit à petit, et c'est pour ça que ça reste intéressant. Souvenez-vous, c'est 72, je vous rappelle une fois de plus, hein, la méthode de 66, il l'a au fur et à mesure peaufiné. Là, on est sur des cours avancés. Dans les cours que vous allez retrouver avec vos instructeurs Silva, il n'y a pas du tout de religiosité, de spiritualité, etc. Sur les 4 jours, tout ça, ça a été mis de côté. Ce qui est intéressant pour nous, qui sommes passionnés par le système, c'est de comprendre le cheminement intellectuel, spirituel et autres de José, et à quel point, au départ, il en parlait. Et je pense qu'avec le temps, plus ça s'est diffusé, moins il en a parlé, parce que justement, il ne veut pas influencer ou dogmatiser le système à dire il faut être religieux ou croire en quelque chose, une spiritualité, etc. etc. D'ailleurs, même les termes qu'il a utilisés au fur et à mesure de la méthode ne sont jamais associés directement à Dieu, ange, etc., etc. Il va parler d'intelligence universelle, il va parler de choses globales, un concept, plutôt que dire c'est Dieu ou c'est un nom de Dieu, etc. etc. Alors, la méthode est présentée comme ayant de profondes implications dans la compréhension de la spiritualité et de la religion. Définition de la religion. La religion est définie comme une formule ou une méthode choisie pour entrer dans une dimension permettant de communiquer avec le Créateur. Donc là, c'est très intéressant parce que, outre, on parle un peu du principe de la religion, mais l'ensemble des rituels, la rituelie, amène dans des états de transe. Et depuis la nuit des temps. Le week-end passé, là, j'étais avec Brice et on faisait un séminaire sur les inductions historiques. Et en fait, dans les inductions historiques, on remonte. Oui, j'aurais beaucoup aimé le faire. Oui, oui. Ah ouais, il est très, très sympa. Bah, je crois que je peux avoir la vidéo. Je te donnerai la vidéo. Parce que c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on remonte en fait jusqu'au tout début en gros, du principe de transe, parce que bien sûr, hein, l'hypnose s'est créée au XVIIIe siècle. Le nom hypnose, il n'a pas fallu que le nom soit pour que la transe existe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que depuis le chamanisme et autres, il y a toujours un rapport de rituel pour entrer dans des états. Et c'est au travers de ces états où après, en fonction que ce soit l'Égypte ou même les Sumériens, etc., ils utilisaient ces états pour laisser aller notamment ce qui allait être des prêtres ou des chamans, ou en tout cas des liens entre le tout, l'univers, Dieu, qu'importe, et les autres, parce qu'ils étaient aussi les guérisseurs en même temps. Ils rentraient dans un état où, justement, ils sentaient qu'ils étaient dans un état différent de l'humain, ou en tout cas où le message n'était pas l'ordinaire, le normal. Là, on peut revenir sur la modifier de la conscience, avec des
des sensations, avec des prémonitions, des intuitions qui pouvaient amener à faire des rituels, à toucher, caresser, masser, donner un truc, etc., pour guérir les gens, pour leur permettre d'aller mieux physiquement, psychiquement, etc., etc. Il y avait les temples du sommeil, il y avait en Égypte, il y avait plein de choses au travers de tout ça, où on a vraiment ce que dit en fait là José, cette notion de dire il y a une formule qui permet d'entrer dans une dimension différente. Alors, pour les plus hypnos d'entre vous qui êtes moins spirituels, vous rentrez en rapport avec votre subconscient qui, en plus de votre culture, en plus de vos lectures, de tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce qui est mémoire à long terme, que vous avez consciemment ou inconsciemment validé, va avoir des points de référence, si on reprend la sémantique Silva, qui pourra, dans un contexte, ressortir dans cette transe avec des notions qui peuvent être très impactantes, qui peuvent être complètement adaptées à la personne et aux situations dans lesquelles vous êtes, parce que justement la transe, plus l'ensemble des compréhensions contextuelles, plus votre culture, votre nature, plus tout ce que vous avez vécu depuis votre enfance, donne parfois des messages, des interprétations, des idées qui sont ce qu'on va appeler une espèce d'épiphanie, une espèce de quelque chose de très clair qui va se partager avec les gens. Et quand José dit que c'est une dimension permettant de communiquer avec le créateur, la transe, elle est reconnue pour ça. Après, on ne parle pas forcément d'hypnose, on parle de transe. Donc, cette diminution du conscient avec cette espèce de message du subconscient, de l'inconscient, du supraconscient, de qu'importe comment vous l'appelez, qui va, à ce moment-là, ressurgir et être partagé. Donc là, on est dans quelque chose qui est très intéressant parce que, effectivement, être en alpha ou en θ, pour les plus religieux d'entre vous, vous pouvez le revivre quand vous êtes dans certaines prières, quand vous êtes avec un chapelet et que vous répétez un autre père ou un truc comme ça, vous avez une transe qui se met en place. D'ailleurs, très intéressant, il y avait Coué qui faisait faire sa méthode avec un chapelet aussi. Et du coup, on a à la fois ce côté qui ramenait à la religiosité, mais aussi cette habitude qu'il avait à début du 20e, avec cette notion de à la fois toucher les chapelets, réciter quelque chose, toujours du point de vue de mieux en mieux, etc., et d'entrer dans une boucle qui va permettre d'être bien. Ce que vont faire les bouddhistes ou les taoïstes avec des sutras, ou même les Indiens, pareil, toujours avec un long chapelet, 108 perles ou autre, pour ramener. Et en parlant de rituel, en fait, quand on entre dans le laboratoire, au départ, il y a tout un rituel qui comprend justement ce qu'on a appelé au départ la prière de bienvenue. Et après, on a changé à la formule de bienvenue. Et quand les gens disent, mais pourquoi prière? Il dit, parce qu'effectivement, pour ceux qui ont déjà une vie spirituelle ou un rituel religieux, il vaut beaucoup mieux le faire à un niveau où tu es connecté, donc fais ça dans le laboratoire. Et voilà, donc c'était... Et je ne sais pas si je t'ai pu montrer, mais j'avais un petit livre une fois que j'ai trouvé à Koweït par un diplômé sylvain, et il y avait une petite image d'un musulman qui se préparait pour faire les prières sous le tapis, et il faisait 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, et puis elle allait faire son rituel classique. Donc, je trouve ça vraiment génial, effectivement, qu'en prière, on est tous connectés parce qu'on est tous en alpha. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant. Sur les rituels musulmans, par exemple, eux, ils ont beaucoup de mouvements de corps avant de la prière. Donc, ils font beaucoup de mouvements où ils vont descendre, etc., revenir à genoux, se relever, etc. Et ça, c'est vraiment des rituels qu'on va retrouver dans d'autres formes de spiritualité. Là, je ne parle pas de religiosité. On va le retrouver dans certaines logiques un peu plus liées à des asanas dans du yoga, liées à des postures spécifiques dans certains temples shinto, etc., ou chez les taoïstes. Et on va voir que, comme tu viens de dire, qu'importe la religion que tu mets derrière, la notion pour rentrer en connexion avec
ces états, puis justement la parole, la sensation, l'énergie, le groupe ou n'importe quoi, rentrent toujours par un état de mise en transe, qu'importe comment il est nommé et orienté. Donc ça, c'est vraiment super, super intéressant. Et je trouve que ta remarque là sur les... Oui, c'est super juste. Quand on rencontre, quand on va au laboratoire et on, on est dans le rituel de départ de la rencontre avant de complètement descendre ou même en descendant et après en discutant, on a quelque chose qui est complètement ritualisé. Te dire, vous avez vous-même votre prière, quoi, votre suggestion pour rentrer dans votre laboratoire, comme si on demandait à nous-mêmes la possibilité et le droit de rentrer dans une condition spécifique, un petit peu si vous allez entrer dans une église et que vous allez mettre les doigts dans l'eau bénite, etc., etc. Vous mettez vous-même dans un état et une situation psycho-émotionnelle spécifique parce que vous avez créé le rituel en amont. 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, votre descente 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop, votre rencontre avec vos guides, les personnes qui vous accompagnent, et puis votre entrée à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est rentré comme dans un sanctuaire. C'est intéressant de voir le labo comme votre sanctuaire, votre temple, votre église, qu'importe comment vous allez le dénommer. Laboratoire étant un bon terme, parce que du coup, là encore, ça enlève toute notion spirituelle ou religieuse, et c'est à vous de le créer comme vous voulez. D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous le créez comme vous voulez. Justement, une des choses qui a dû l'inspirer, c'était quand il travaillait dans la Rose-Croix. Alors, là-dedans, on crée un sanctuaire. Mais il ne voulait pas quelque chose qui soit trop associé avec la religion, même si c'était spirituel. Donc, il a renommé ça le laboratoire. Et là, on va pour découvrir, pour faire des recherches, pour travailler, etc. Mais ça peut aussi pour faire la prière. C'est aussi intéressant de le rappeler. C'est peut-être parfois, on a tellement l'habitude d'utiliser des ancrages, donc les 3 doigts par exemple, pour retourner dans son état en alpha, que on peut oublier la notion de rituel. Mine de rien, cette notion de dire, ok, bon, vous avez vos 3 doigts, mais vous allez au niveau laboratoire, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, alors, on parle de niveau parfois plus profond ou autre, mais c'est surtout se dire, les conditions dans lesquelles je le fais ne sont pas tout à fait les mêmes que quand je vais faire ma méditation dynamique. Quand je fais les 3 doigts, je suis tranquille, ou même je fais je vais dans ma zone de confort, j'utilise le miroir, ou je fais ma programmation pour me réveiller demain. C'est pas la même chose que quand vous allez au labo. Labo, il y a quelque chose d'un peu plus investi, d'un peu plus grand. Et peut-être que par habitude, et moi le premier, hein, il y a des moments, moi je fais 19, 8, 6, 5, 4, 2, 1, salut les gars, on est parti, tu vois. Et en fait, j'enlève le côté, J'ai tellement habitué ce truc où parfois je prends peut-être pas ce temps-là pour encore passer dans un autre état d'esprit, que je l'ai habitué à me dire c'est comme un deepener, un approfondissement pour les hypnotistes. Et c'est un niveau en plus, sauf que je pense que c'est certes un niveau très intéressant et peut-être plus fluide, mais c'est aussi un état d'esprit attendu qui est différent. Être encore plus dynamique et qui est d'ailleurs plus dynamique parce qu'on est dans la construction d'énormément de choses quand on est dans le laboratoire. Déjà, le fait d'y retourner, ou parfois juste être capable de voir que les guides ont changé, que le labo a changé, qu'il y a des trucs qui sont arrivés, que parfois on a des informations. On n'est pas dans le même état d'esprit. On est plus dans une notion, alors je vais rester très hypno, mais très somnambulique, c'est-à-dire qu'on a des informations du subconscient qui sont là. Alors parfois, quand on est juste en méditation dynamique, on est plus dans je vais et je donne l'orientation que je veux, mais j'attends pas vraiment les réponses. C'est je fais mon miroir, par exemple, et j'attends pas qu'il y ait un feedback. Je me laisse vivre par les trucs. Dans le labo, on peut avoir des feedbacks. On peut avoir un écran avec des retours. On peut avoir nos guides qui nous disent des trucs. On peut avoir plein d'infos, en fait. Et je pense que ça, c'est un élément, peut-être, qui fait que ça nous fait dire on doit être dans un autre état d'esprit. Tu vois, comme si c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste autre chose. C'est juste une autre mécanique et pas
ah bon, bah c'est bon, j'ai maîtrisé le reste et je descends plus bas. C'est un petit peu comme s'il fallait aller plus bas. Non, non, c'est je dois y aller peut-être avec un autre état d'esprit et avec une autre dynamique et être prêt à prendre l'information. Être prêt à prendre l'information. C'est-à-dire être d'accord aussi qu'il y a des infos qui vont venir, qui vont pas vous faire plaisir. Dire non, mais là c'est pas bon. Ou entendre la voix d'un guide qui dit non, ce que tu as fait, c'est pas OK. Ce qu'on n'aura jamais quand on fait notre méditation dynamique ordinaire. Parce qu'on est juste nous-mêmes leaders et on n'attend pas de retour. On est en train d'orienter. Je ne sais pas si ce que je dis te semble juste, dit. Justement, j'ai toujours senti que le laboratoire est beaucoup plus spécial et que, bon, les techniques formautiques, je vais me réveiller, je vais avoir un rêve, alpha, ça suffit, mais laboratoire, oh, comme tu dis, c'est autre chose. Et justement, tout au départ, quand j'ai découvert hypnose pour la première fois et je pratiquais déjà Sylvain depuis une dizaine d'années, je me suis dit, tiens, il y a des choses qu'on peut faire en hypnose qu'on ne peut pas faire en alpha. Mais après, j'ai trouvé à plusieurs reprises, oui, il y a certaines choses, mais il faut être au laboratoire pour pouvoir les faire, ou au niveau du laboratoire, parce que le laboratoire n'est pas géographique. Et à ce niveau-là, tu es beaucoup plus ouverte. Alors, est-ce qu'on est plus à niveau θ? Peut-être. Est-ce qu'on est plus, comme José une fois nous a montré, vous avez les ondes alpha comme ça, vous entrez dans le laboratoire, vous êtes toujours à 10 cycles par seconde, mais l'amplitude vient comme ça. Donc, on est littéralement plus profond, même si la fréquence est identique. Intéressant, hein? Mais justement, il a vu sur les électroencéphalogrammes que le moment qu'on entrait dans le laboratoire, ça a changé vraiment le rythme des ondes cérébrales. Bah, tu sais, en alpha, on peut être, sans l'être énormément, mais on est assez léthargique, c'est-à-dire on a encore un peu de dynamique, mais tu sens vraiment que le principe de base, c'est d'aller vers la relaxation. Et donc relaxation mentale, relaxation physique, puis mentale, puis après, arriver à un niveau. Là, on est plutôt sur du léthargique, c'est-à-dire un relâchement, parce que n'oubliez pas, le premier objectif qu'on va avoir de la méditation dynamique, c'est stress, c'est-à-dire diminuer notre stress potentiel pour pouvoir créer des opportunités, des possibilités, et déjà d'apaiser le corps. Je trouve que quand on descend en labo, c'est pour ça qu'on est tout à l'heure au niveau somnambulique, j'aurais l'impression de dire, c'est comme si on passait du niveau léthargique, juste de la relaxation, à un niveau qui va être, alors juste entre guillemets, hein, parce qu'on a nos formules, mais et qu'on allait vers un niveau somnambulique où on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus profond et automatisé, et c'est pour ça que je vous dis, il y a des réponses des guides, il y a des réponses dans le laboratoire, il y a des moments où on se pose des questions. Si on a mis des écrans, parfois on a des mots, on a des voix, on a des sons, on a des espaces qui sont créés, on a des invités qui arrivent où on leur a rien demandé. Enfin, bref, on a des trucs où on se dit, tiens, là, c'est plus moi qui travaille. Le principe souvent du somnambulisme, hein, je donne une suggestion et je laisse une espèce d'automatisation du subconscient me donner un ensemble d'informations ou des mouvements, hein, si vous voyez d'un point de vue physique. Et du coup, on a cette notion où il y a de la prise d'information prise par le subconscient et donc on peut réexploiter parce qu'on est quand même suffisamment conscient et volontaire pour l'exploiter, l'utiliser, le réorienter, etc., avec les techniques qu'on connaît depuis le laboratoire, mais le laboratoire étant complètement ouvert, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et je trouve que cette notion de se dire, cette étape-là, elle va être importante parce que elle me demande d'être dynamique réellement et en même temps apte à écouter. Et je pense que ça, c'est un des trucs qui est parfois difficile. Si José voulait qu'on ait, alors c'est de la supposition, hein, mais de l'information, c'est qu'il faut être capable d'écouter l'information. Or, très souvent, on a le même problème en hypnose. Hein. On a des personnes qui veulent juste imposer au subconscient, imposer à la vie, imposer à plein de choses, ce qu'ils veulent, sans attendre jamais le retour du corps, de l'esprit, des émotions, des sensations, qui parfois disent « Non, mais moi, j'ai pas envie ». Après, bénéfice secondaire, après, Et quoi que la connexion, c'est sens unique. Exactement. C'est une dictature et c'est pas du tout un échange, quoi. C'est juste, on fait ça. Et je trouve que le labo, là-dessus, il ouvre quand même sur énormément d'aspects super positifs à ce niveau-là. Et justement,
On apprend d'abord à écouter les conseillers, simplement en disant bonjour et répète avec vous. Et comme ça, déjà, on est un peu dans réceptivité. Et finalement, la technique où on utilise toujours le laboratoire, c'est quand on travaille les cas. Et quand on travaille les cas, c'est pour recevoir des informations. OK? Donc, pour déclencher l'intuition, aussi bien que la créativité, c'est le niveau de laboratoire. Et puis, effectivement, c'est pas du tout léthargique. C'est vrai qu'au départ, on amène des gens à comme ça, mais petit à petit, on introduit un tout petit peu plus de vie. Le 3e jour, pour la première fois, les gens qui sont normalement comme ça lèvent la main, fais comme ça, lève la main, fais ceci, etc. Et on apprend. Et puis, quand on fait les cas, on parle. Et quelquefois, il y a des on peut parler en avant. Mais bien sûr que oui. on parle et on décrit ce qu'on entend, etc. Et quand vous voyez, justement, quand tu as vu les vidéos d'Isabelle en travaillant les cas, on dirait pas du tout qu'elle est en transe parce qu'elle parle d'une voix très, très vivante, elle bouge beaucoup, et puis elle est très vivante. Donc, c'est pas du tout la léthargie, mais elle est à un niveau très, très spécial pour faire ça. Tout à fait. Alors, je rappelle, hein, pour les personnes qui comprennent pas trop le mot léthargique, parce que c'est plus un mot qu'on utilise forcément beaucoup. Oui, pardon. La notion de léthargie en hypnose, c'est en gros détente complète du corps, où souvent on fait ça avec un scan du corps. Le très classique, c'est ça. Et on va juste relâcher. Et pourquoi on dit que tout au départ, c'est ce qu'on va chercher? Parce que tout au départ, on cherche à ce que vous diminuiez la fréquence cérébrale, les pensées, les sensations, tout ce qui peut être désagréable, stressant et oppressant. C'est pour ça que le niveau léthargique, même si vous êtes resté peu de temps, il est intéressant à un moment donné, parce que c'est ce qui va faire que vous passez de l'état hyper stressé, avec plein de pensées qui vont dans tous les sens, à un état d'apaisement, de gestion du stress, qui sera après exploité, dans un deuxième temps, vers des orientations. Mais rappelez-vous que l'élément premier pour José, c'était de dire, il est impératif que vous puissiez gérer votre stress, que vous soyez plus détendu, plus relaxé, pour pouvoir ouvrir les potentiels. Parce que vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes stressé. C'est très compliqué de le faire quand on est stressé. C'est pour ça que rentrer dans une transe, en gros, un peu, je suis tout mou et je suis un peu à l'ouest, c'est normal. C'est une phase. Mais après, il ne faut pas se laisser absorber par elle. Sinon, on n'est plus en méditation dynamique. Et son mot, il est vraiment génial, dynamique. On est sur une méditation passive à ce moment-là, voire potentiellement un endormissement. Ce qui n'est pas attendu du tout dans ce qu'on propose ou ce que les méditants proposent également. Donc, c'est toujours cette notion-là. C'est à un moment donné, réussir à arriver dans un état de relâchement qui, à partir de là, va être la porte pour la deuxième phase, qui va être maintenant, je peux commencer à construire, orienter, diriger mon esprit, me focaliser sans qu'il y ait plein de parasites, que ce soit physiques ou psychologiques ou émotionnels, qui viennent m'empêcher d'aller dans la direction qui me semble le plus juste. D'où le fait que la léthargie peut être intéressant à laps de temps, ce qui ne veut pas dire tout le temps. Donc, et c'est intéressant d'ailleurs la remarque que tu as fait, parce que effectivement, au départ, ce qui est attendu des apprenants, des futurs diplômés, c'est de dire détendez-vous les gars, tranquille. Et c'est vrai que les premiers trucs, ça peut être un peu long, ça met du temps. Il y en a, ils vont dire je ne l'ai pas senti, je ne me sentais pas en transe. Le jour 2 et le jour 3, c'est surtout le jour 3, il y a une induction qui est très très longue, conditionnement qui est très très long à un moment donné. Et là, il y a tout le monde qui dit je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis endormi, je ne suis pas là. Et en fait, là, vous êtes passé en général dans un gros léthargique, et pour certains, pouf, il y a l'ouverture vers ah oui, heureusement, je pars du léthargique, mais elle me demande de toucher des murs. Elle me demande exact. Et c'est là où on va insister. Quand ils disent je vais imaginer, je dis non, parce que ça veut dire si c'est trop lourd pour le lever, tu es beaucoup trop physiquement détendu et tu risques de t'endormir. Donc fais l'effort quand même. Et là, on ne va pas s'endormir normalement avec la main en l'air en train de bouger, quoi. Exactement. Tout à fait. Ouais, non, c'est chouette, c'est intéressant à reprendre en compte. Donc, du coup, on a fini, mais du coup, on va
Hop. Ouais, finir sur cette notion-là. Non, bah non, on finit pas parce qu'il y a encore il y a 4-5 trucs dessus où il continue à parler de religion, mais ça reste quelque chose d'intéressant. Donc, pour les plus religieux d'entre vous, n'hésitez pas à regarder quand vous allez à l'église, à la mosquée, quand vous allez au temple ou autre, n'hésitez pas à voir dans quelles conditions vous commencez à rentrer. Alors c'est plutôt pour les chrétiens, mais il y a Noël bientôt. C'est intéressant pour ceux qui vont aux messes ou autres. Parfois, il y en a, ils ne sont pas du tout dans la religion. Puis Noël, c'est un truc un peu particulier. Et il y en a qui vont dire, j'aime bien quand je rentre l'ambiance. Et pourtant, dans une église où on est dans un temple, alors c'est pas toujours une ambiance ça reste parfois un peu carré, quoi. Mais il y a cette espèce de alors il y en a, c'est des retours dans le passé. Ils rentrent, l'odeur d'église, les encens, les trucs, ça leur rappelle quand ils allaient avec leurs parents, leur grand-père ou je sais pas quoi. Il y en a, ils sont plus religieux et du coup, il y a quelque chose de plus intense et plus fort. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est que vous puissiez voir à quel point vous rentrez dans une transe. Ou parfois, même des chants qui sont faits que vous ne connaissez pas bien, où vous êtes même, il y a des personnes qui sont hyper timides et qui, à l'église, pour les chants, alors je parle de Noël parce que moi, c'est un peu ça qui me revient en tête, ils vont se mettre à chanter. Et en fait, tu dis, bah, d'habitude, c'est pas quelqu'un qui chanterait, mais là, il y a justement une transe, une énergie commune, des suggestions communes, qui fait que, paf, on a passé le facteur de jugement et on se permet, on s'autorise dans la spiritualité, dans la maison de Dieu ou dans la maison du patron, quel qu'il soit, qui apporte quelque chose de positif et de bon. Donc, c'est assez amusant. Là, c'est une belle période pour ça, pour ceux qui le veulent. Après, les copains musulmans, il y aura de toute façon Ramadan et tout, où il y a la même chose. Et les copains juifs, ils ont déjà eu pas mal de fêtes à ce niveau-là. Mais si vous pouvez voir, c'est hyper intéressant, parce que vous allez comprendre cette notion dont on parle beaucoup, vous rentrez en alpha. Qu'importe l'orientation, pour vous connecter à Dieu ou vous connecter à une essence divine ou à quelque chose d'important. Mais c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que José en parle de la même façon, même si, je le répète une dernière fois, la méthode n'a rien de religieux et elle ne veut absolument pas orienter vers quelque religion ou spiritualité que ce soit. C'est juste une proposition de rentrer en transe et d'exploiter ces trans. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Lee? Oui. Oui. Yes. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu as... Je vais juste terminer en disant c'est un grand plaisir de faire tout ça avec toi parce que quand tu enseignes la même chose pour des années, ça devient un petit peu fait acquis. Mais là, on pose des questions et c'est comme si je redécouvre des choses. Je vois de nouveau comment la méthode, par exemple, est formulée pour qu'il y ait une progression très subtile et c'est pour ça qu'on arrive, après 4 jours, à être totalement différente, etc. Donc, c'est vraiment bien de redécouvrir la méthode à travers justement cette exploration avec toi. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci à toi. Et c'est vraiment cool. T'imagines que le projet, il était parti sur on va faire quelques trucs sur le sujet. Donc non, c'est cool. En plus, ça intéresse du monde. N'hésitez vraiment pas. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment vous donner une globalité. D'ailleurs, ce que je me suis dit, c'est que vu que là, je crois qu'on a 200, je ne sais plus combien de vidéos là, mais je vais à un moment ou à un autre sortir toutes les vidéos, les mettre en écrit et les compiler dans des ouvrages. Comme ça, on les mettra sur Amazon. Et alors après, il faudra que je vois comment l'IA... Mais l'IA de Google est pas mal au départ. Après, il faudra la retravailler un petit peu. Mais l'IA de Google sur justement tout ce qu'on dit, hormis certains noms où il se gourre un petit peu, le reste, on a vraiment le texte est propre. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que, je ferai ça l'année prochaine, mais ça serait de compiler tout ce qu'on a. C'est-à-dire que je fais, 5-6 volumes de tout ce qu'on aura dit depuis 4 ans, en enlevant les présentations et tout, mais comme ça, on aurait globalement les différents thèmes qu'on a abordés. Et ça pourrait être sympa à voir et éventuellement de le mettre dans les mêmes ouvrages pour que les gens aient le maximum d'infos, mais ce coup-ci, qu'ils pourraient l'avoir sur Amazon. Normalement, ça serait un énorme travail, mais comme tu dis, avec tout ce qui est technologie aujourd'hui, ça pourrait être possible, oui. Oui. Et après, on pourrait le faire traduire pour les Anglais si éventuellement ça les intéresse. Parce qu'on a quand même touché beaucoup de trucs qui ne sont pas dans le cœur de la méthode. C'est-à-dire que pour les personnes qui s'intéressent au-delà, après,
vraiment faire, je pense, des tomes qui ont des thèmes, tu vois, des histoires, soit l'histoire un peu, soit la logique technique, soit le rapport à l'hypnose, etc. Mais il y a plein de choses qui peuvent être prises et qui peuvent être intéressantes pour les personnes qui aiment bien la méthode. On verra. En tout cas, c'est un petit projet pour 2026. J'ai un calendrier et tout ça. Oui. Ok. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao. Ciao.